Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire une traduction de mon TEDx. Je vous explique, j'ai pas écrit, mais j'ai parlé dans un TEDx à Genève en décembre 2024 en anglais sur la neuroarchitecture. Et donc je sais que j'ai quand même pas mal de personnes qui me disent Fiona, c'est dommage que ton TEDx est qu'en anglais. A priori, vous êtes quand même beaucoup à comprendre l'anglais, mais c'est vrai que ça peut être sympa de l'extendre un petit peu, de vous expliquer déjà pourquoi j'ai fait ce TEDx et de vous expliquer ce que j'ai raconté dedans avec mes termes aujourd'hui, un an plus tard, en français. Je pense qu'il y a des choses qui sont sympas à remettre un petit peu dans leur contexte et à traduire tout simplement. Donc, je vais vous expliquer pendant l'épisode d'aujourd'hui les 3 grands piliers de la neuroarchitecture et en fait ce que c'est la neuroarchitecture. Donc, c'est un épisode qui n'est pas du tout axé seulement pour les architectes ou les décorateurs. C'est vraiment un épisode qui est pour tout le monde, toute personne qui s'intéresse à l'intérieur, à l'habitat. D'ailleurs, pour info, mon TEDx sur la neuroarchitecture, c'était un public qui n'était pas du tout que des architectes et des décorateurs et ça a été extrêmement bien reçu parce que c'est vraiment le but, c'est d'amener ce sujet pour tous par rapport à notre bien-être, par rapport à notre intérieur et par rapport à notre habitat. Donc ce TEDx, il est venu à moi vraiment de manière très très fluide et naturelle. Je ne sais pas s'il y en a ici qui m'écoutent, qui connaissent un petit peu la loi de l'attraction, mais c'est quelque chose que j'apprends à maîtriser avec le temps. Et le TEDx, c'est vraiment quelque chose, je pense que j'ai entendu ma maman quand j'étais petite dire que c'était un de ses rêves et je me suis dit, c'est vrai que ça peut être sympa. Et j'ai dû mettre ça comme intention inconsciente de me dire, un jour je vais faire un TEDx. Et c'est vraiment venu à moi. J'ai vraiment trouvé, je pense que je m'étais inscrite à une newsletter à l'époque sur le TEDx de Genève. Et puis j'ai reçu un mail avec le thème du TEDx qui était la respiration. Donc sur papier, rien à voir avec l'architecture. Et quand j'ai lu le thème sur la respiration, je me suis dit, en vrai, la respiration, c'est quand même très fort lié au stress, à l'inconscient, etc. Donc pourquoi est-ce que je ne proposerais pas ma candidature? Et je pense que 2 semaines après, j'avais la réponse que c'était OK. Et 3 semaines plus tard, j'étais à Genève pour ma première répétition. Et je pense 1 mois et demi plus tard, j'étais sur scène. Donc hyper chouette expérience de vraiment de transmettre ce thème de la neuroarchitecture devant autant de personnes et à cette échelle-là. Et donc, voilà, aujourd'hui, l'objectif, c'est de reparler un petit peu avec vous de ce que j'ai transmis et ce que j'ai mis dans ce texte du TEDx, en sachant que, évidemment, c'est très cadré, un TEDx, donc ça veut dire que j'avais vraiment que 12 minutes pour parler et que ça devait être très concis. Vous me connaissez en attendant dans ce podcast, j'aime bien donner un petit peu plus d'informations et être un peu plus fluide. Donc, je n'ai pas préparé ce podcast autant que ce que j'avais préparé le TEDx. Mais voilà, c'est vraiment l'idée de vous amener un petit peu dans mon univers. Donc, pourquoi la neuroarchitecture? Comment la neuroarchitecture? C'est important quand on fait un TEDx comme ça ou quand on fait une conférence. C'est toujours important de d'abord expliquer un petit peu son histoire. Donc ici, je sais aussi que vous connaissez mon histoire parce que vous me suivez en général depuis un moment quand vous arrivez sur ce podcast. Mais c'est important de remettre un contexte à comment je suis arrivée sur la neuroarchitecture. Parce que j'ai encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui me disent « Mais Fiona, moi je comprends pas quand tu parles de neuroarchitecture, c'est quoi? Est-ce que c'est encore un terme un peu stylé pour sortir du lot au niveau commercial et marketing ou est-ce que c'est vraiment quelque chose ?» En fait, la neuroarchitecture telle quelle, c'est pas vraiment une discipline qui existe. C'est vraiment une combinaison de la neuroscience et de l'architecture et ce sont vraiment 2 professionnels, donc des neuroscientifiques et des architectes qui se sont rejoints et rassemblés pour dire tiens, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à faire ensemble? Et personnellement, dans mon parcours, c'est exactement la même chose qui s'est passée. Ça veut dire qu'au début, moi j'ai toujours voulu être architecte, c'était très 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 clair depuis toute petite et je pense que de nouveau c'est juste parce que j'avais entendu ma maman dire qu'elle voulait être architecte et qu'elle n'avait pas pu que je me suis dit ok, je vais faire ce qu'elle n'a pas pu faire. Et donc j'ai commencé mes études d'architecture, mais je me suis jamais même posé la question de savoir si je voulais faire autre chose. Depuis que j'ai 7 ans, je dis que je veux être architecte, alors qu'en réalité, il faut être honnête, je ne suis pas du tout intéressée par l'architecture. C'est presque même scandaleux de partir en city trip avec moi, parce que vraiment, l'architecture, l'art, l'histoire de l'architecture ne m'intéresse pas. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que pour une architecte, ça m'intéresse pas assez. On va dire ça comme ça. Et donc, c'était quand même assez interpellant que je veuille autant être architecte quand on voit à quel point j'étais quand même vachement détachée de la construction, de la rénovation, du côté très, oui, histoire et aspect pur de l'architecture. Mais voilà, mon inconscient avait décidé que je voulais être architecte et j'étais jusqu'au bout de la chose, mais ce qui veut dire que très, très vite dans les études, je me suis pas du tout sentie à ma place. Mais vraiment pas du tout. J'étais directement... je me sentais un extraterrestre, quoi. Tout le monde était intéressé par des choses qui m'avaient jamais intéressée et je m'en suis rendu compte à ce moment-là. Je me suis rendu compte que j'avais presque 10 longueurs de retard par rapport aux personnes qui voulaient être architectes depuis toujours. Et donc, j'ai passé énormément de temps dans mes études à me chercher et en parallèle, j'avais des problèmes physiques, j'avais des problèmes de santé qui font qu'en fait, l'architecture était absolument pas ma priorité et que je peux le dire, j'ai vraiment subi mes études. C'était vraiment pas une période très joyeuse. Et au moment de mes 19 ans, plus ou moins, j'allais vraiment tellement mal que des médecins me disent, en fait, ma cocotte, t'es en burn-out, quoi. Mais vous devez imaginer, aujourd'hui, le burn-out, on en parle beaucoup, mais il y a quelques années, c'était pas du tout
aussi logique à 19 ans d'être en burn-out. Il n'y avait pas encore ce terme qui était autant répandu. Et donc moi, quand on me dit 19 ans burn-out, je suis là, non, mais ça n'existe pas, c'est pas possible. Et à ce moment-là, j'étais à 3 mois de finir mon bachelier, donc de finir mon premier cycle d'études d'architecture. Et donc, quand les médecins te conseillent d'arrêter tout, parce que juste ça va pas, la fatigue est trop grande, alors que tu es à 3 mois de la fin, c'était inconcevable pour moi, vraiment inconcevable. C'était juste, j'étais trop proche de la fin pour finir. Et il faut savoir que dans les études, il y a des études où on peut arrêter 3 mois avant la fin et puis recommencer l'année d'après et prendre quelques cours supplémentaires. En architecture, c'est totalement différent. Si on ne va pas jusqu'au bout de notre projet, qui représente la moitié de la réussite, vraiment en termes de proportion, si on ne va pas jusqu'au bout de notre projet, juste on rate notre année et on doit recommencer à zéro. On ne peut pas prendre le cours avec. Ce n'est pas tout à fait pareil que dans d'autres disciplines. Après, ça dépend évidemment des pays. Mais donc, tout ça pour vous dire que arrêter à ce moment-là, pour moi, était inconcevable. Et donc, j'ai tiré sur la corde. Vraiment, j'ai tiré pour finalement être super bien entourée, avoir des super amis qui m'ont donné tout leur résumé et arriver jusqu'au bout de ce bachelier. Mais je me suis épuisée à tel point qu'en fait, j'ai dû vraiment lever le pied. Et là, j'ai pris une décision qui était un conseil de ma maman à l'époque, qui était la meilleure décision pour moi à ce moment-là, qui était de dire, plutôt que de faire mon master en 2 ans, ce qui est le schéma classique, je vais l'étaler. Je vais le faire en 3 ans. Parce que arrêter du jour au lendemain, c'était pas vraiment une option non plus, dans le sens où, en soi, j'avais pas d'autre idée, je savais pas ce que je voulais faire, c'était pas en mode je vais arrêter l'architecture parce que je sais où je vais, c'est tellement flou que l'idée n'était pas d'arrêter l'architecture, j'avais pas encore tout à fait compris que c'était pas mon truc. Donc on s'est dit ok, je vais étaler, je vais prendre le temps. Je ferai un podcast sur le temps et la perception du temps, mais je pense que cette décision-là a été vraiment la décision qui a tout changé. C'est que je me suis autorisée à prendre du recul et à être beaucoup plus lente et à être beaucoup plus dans ce qu'on appelle une énergie féminine qu'une énergie masculine, de toujours produire, faire, et de me dire en fait je vais prendre que la moitié des cours sur une année et l'autre moitié on verra bien ce que je fais. Et c'est là que j'ai commencé à trouver des solutions pour mes problèmes de santé grâce à l'hypnose. C'est vraiment une séance d'hypnose, de thérapie qui m'a, alors que j'y croyais pas spécialement, enfin c'est pas une question d'y croire ou pas y croire, mais c'était pas spécialement mon délire à ce moment-là. Et en fait, une séance a réglé un problème que j'avais depuis 2 ans, que j'avais pas réussi à régler différemment. Donc ça, c'était vraiment hyper interpellant. Et comme l'hypnose thérapeutique fonctionne vraiment avec l'inconscient et avec comment l'inconscient fonctionne en règle générale, c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui m'échappait. Il y avait un truc dans cette histoire de cerveau qui me passionnait. J'étais là, mais si mon cerveau est capable, juste parce qu'on lui parle, de solutionner un problème que j'ai physiquement depuis 2 ans, ça veut dire qu'il y a encore plein d'autres choses qu'il pourrait faire qui m'échappent. Et là, j'ai complètement lâché l'architecture. Vraiment, j'ai continué mes études avec, on va dire, un demi-pied dedans. Mais dans ma tête, il n'y avait que le cerveau, que l'inconscient, que l'intérêt pour la neuroscience. Et vraiment, je me suis plongée là-dedans avec un intérêt immense. Et ceux qui me suivent depuis un moment le savent peut-être, mais moi, j'ai commencé mon compte Instagram, qui aujourd'hui est Better at Home, mais vraiment lié à l'habitat. Je l'ai commencé avec un compte de méditation. C'était la première façon pour moi de me faire entendre, de parler de ce que je faisais. Voilà, j'avais énormément médité puisque j'étais tellement intéressée par l'inconscient. J'avais énormément médité, ça m'avait beaucoup aidée. Je m'étais énormément intéressée à tout ça. Mais à ce moment-là, moi, j'avais encore 19-20 ans. C'était avant le Covid, donc c'était plus ou moins 2019-2020. J'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas hyper à l'aise, j'étais en dévalorisation complète. Donc à ce moment-là, parler de méditation, pour moi, j'avais déjà l'impression d'être un extraterrestre et que tout le monde allait me juger. Donc cette première page Instagram, c'était un énorme pas pour me faire entendre, pour oser sortir de ma coquille, et ça m'a énormément aidée. Et donc à ce moment-là, moi, j'étais certaine que j'allais arrêter l'architecture et que j'allais devenir coach de vie, que j'allais travailler avec ces histoires de méditation, peut-être d'hypnose, et que j'allais vraiment être thérapeute, quoi. Et donc, j'ai hésité à arrêter mes études pour faire de la psychologie, pour dire, OK, en fait, moi, là où je sens que je suis vraiment douée depuis toute petite, c'est d'écouter, de comprendre, d'être dans l'humain, d'être dans la compréhension, pas du tout dans la structure et dans l'architecture. Et donc, j'ai décidé, en fait, à un moment donné, j'allais tellement mal que j'ai décidé d'arrêter mes études à 6 mois de la fin du master, en disant, en fait, ça va plus. Et j'avais décidé, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à la méditation, ça c'est quand même un élément important, j'ai commencé à m'intéresser à la méditation et donc en fait j'ai eu une super idée, et je trouve toujours que c'est une super idée, d'écrire un mémoire sur comment les espaces ont besoin d'espaces beaucoup plus calmes. Donc d'écrire un mémoire en fait en lien avec l'architecture et la méditation. Et donc j'avais appelé ça genre Mindfulness in Architecture, un truc du style. Et j'étais hyper fière de mon sujet. Vraiment, j'ai travaillé dessus avant même que j'ai une promotrice pour mon mémoire, tellement j'adorais travailler là-dessus, j'adorais comprendre le lien entre l'espace et le cerveau. Et puis à un moment donné, donc je travaille sur ce mémoire pendant des mois et des mois et des mois, et puis à un moment donné, je présente un truc à ma promotrice, donc mon stade d'avancée.
Et là, elle me regarde et me dit, oui, mais Fiona, tu es quand même au courant qu'il faudra enlever le terme mindfulness, donc méditation, de ton titre, parce que ça va effrayer le jury. Et je la regarde et je dis, mais t'as rien compris. C'est pas du tout le but. Enfin, moi, ce que je veux, c'est le mindfulness. L'architecture, c'est l'extra. Mais mon thème, c'est la santé mentale, c'est la méditation, c'est le stress. Et donc, en fait, elle voulait totalement m'amener autre part. Et là, j'ai vraiment levé le pied et je dis, en fait, si on ne comprend pas, tant pis. C'est que les architectes ne sont pas prêts à entendre qu'il y a quelque chose à faire en termes de santé mentale, en termes de bien-être. Moi, je quitte le navire, quoi. Et aujourd'hui, quand vous m'entendez dire ça, ça peut vous paraître bizarre parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit énormément sur la psychologie de l'habitat. Il y a énormément de livres qui sortent là-dessus. On voit vraiment, depuis le Covid, en fait, on se rend compte que nos intérieurs nous influencent tellement que c'est devenu un sujet, c'est devenu un métier. Mais avant le Covid, quand moi je fais ce mémoire, c'est vraiment, on n'en parle pas. Tout ça n'existe pas. Tout ça, oui, on parle un peu de Feng Shui, mais c'est tellement loin que c'est vrai que mon mémoire arrive un peu comme une nouveauté qui peut faire peur. Mais donc moi, c'était hors de question de me laisser encore avoir à ce moment-là et de faire quelque chose qui ne me convenait pas. Donc là, j'ai vraiment arrêté. Là, je lui ai dit, j'arrête tout, j'en peux plus. C'était vraiment le pic du Covid. Donc en vrai, à ce moment-là, ça m'arrangeait bien parce qu'il n'y avait personne pour me dire, mais Fiona, t'es complètement folle d'arrêter tes études à 6 mois de la fin. T'as fait 6 ans, allez, à ce moment-là, 5 ans et demi, tu ne vas pas arrêter maintenant. Mais c'était trop. Et c'est là aussi que si je vous raconte ça, c'est parce que je suis certaine et persuadée que si je n'arrête pas, si je ne m'autorise pas à arrêter, j'en suis pas là aujourd'hui. Si je m'autorise pas à dire en fait c'est too much pour moi et je n'en peux plus et j'en vois tout péter, parce que je me fais confiance et je sais que je suis pas au bon endroit, je pense que jamais je laisse de l'espace pour ce qui arrive après. Et donc, c'est un choix qui, aujourd'hui, peut paraître débile parce qu'après, j'ai repris mes études quand j'ai compris dans quelle direction j'allais. Donc, pour vous remettre un contexte, après, j'ai trouvé la formation en habitat-thérapie donnée par Annie de Theu en Belgique. Et j'ai trouvé cette formation qui alliait la psychologie et l'habitat. Et cette formation, depuis la première minute où je suis arrivée dedans, j'ai compris que c'était ça que j'étais née pour faire. Et je me rappellerai toujours de ma tête, c'est un peu la même tête que mes formés ont aujourd'hui quand elles arrivent dans ma formation, c'est de se dire, mais si j'avais su que ça existait, c'est ce que j'aurais voulu faire depuis toujours. Mais on n'est pas au courant que notre habitat nous influence autant et qu'il y a tellement à faire qu'il y a un tellement grand lien entre la psychologie et l'habitat. Et donc, quand je suis arrivée, donc aujourd'hui, ça peut paraître facile de dire oui, mais Fiona, t'as arrêté tes études, mais en fait, t'as repris. Donc, c'est pas vraiment arrêté. Oui, mais au moment où j'arrête, je pense vraiment que je ne reprendrai pas. Et je pense que je continuerai sans diplôme. Et que j'y arriverai sans diplôme parce qu'à ce moment-là, j'ai une espèce de confiance en moi de me dire je ne suis pas au bon endroit et je ne sais pas encore ce qui va m'arriver, mais je sais que là, ce n'est pas bon et qu'il faut que je change. Et cette décision-là, et à ce moment-là, il m'a vraiment fallu beaucoup de courage pour accepter ça. Et sans le Covid, je ne l'aurais jamais fait parce que j'aurais eu trop de pression sociale. J'aurais eu trop de personnes qui m'auraient dit mais t'es complètement folle et j'étais pas encore assez alignée et pas assez ancrée et j'avais pas assez confiance en moi que pour ne pas laisser mon entourage avoir une énorme influence sur mes choix. Et là, je sentais au plus profond de moi que c'était pas juste et je suis hyper contente de m'être écoutée parce que c'est ça qui a tout fait et c'est ce vide et cet espace que je me suis laissée avoir sans savoir où j'allais, ce vide qui fait très très peur, qui fait que j'ai laissé de la place pour que les bonnes choses arrivent. Et donc voilà, j'arrive à ce moment où l'architecture, la psychologie, tout commence à prendre sens. Et là, je reviens dans mon mémoire, je reviens dans mes études et je dis voilà, je veux trouver une promotrice ou un promoteur qui croit en mon projet et qui ne changera pas mon intention. Et là, j'ai trouvé en effet une promotrice qui était quand même pas très facile et qui m'a quand même mis beaucoup de pression, mais qui a accepté que j'aille dans ma direction, qui m'a pas brainwashée pour que je fasse un truc à sa sauce à elle. Et donc, j'ai fait un mémoire sur la neuroarchitecture, parce que c'est vrai que du coup, moi, j'étais tellement dans tout ce qui était psychologie de l'habitat, j'étais dans les énergies, dans le feng shui, etc. Donc, c'est vrai que je suis arrivée un peu avec plein d'ambition en disant, je vais écrire un mémoire sur les énergies et le ressenti dans les lieux de vie. Bon, c'était peut-être un petit peu ambitieux pour le monde architectural de la Belgique à ce moment-là. Et donc, ils m'ont dit, voilà, on est hyper OK que tu fasses ce sujet-là, mais amène un peu de cartésien. Et c'est là que la neuroarchitecture arrive. C'est dans cette histoire de cartésien. À ce moment-là, je me dis, OK, c'est parti, je vais faire quelque chose de plus cartésien. Je vais leur montrer que tout ce que je raconte, tout ce que je ressens, tout ce qui est l'énergie dans l'espace, ça, c'est prouvé, quoi. C'est un vrai concept. Et c'est là que j'ai trouvé la neuroarchitecture, qui est donc ce fameux lien entre la neuroscience et l'architecture et qui vient nous expliquer comment le cerveau réagit à l'espace. Et une fois qu'on comprend que c'est cérébral, en fait, on ne peut plus contrer. Si on comprend pourquoi le cerveau ne dort pas bien dans une position et qu'on va chercher vraiment cérébralement ce qui se passe, on ne peut pas dire que c'est n'importe quoi, que c'est qu'une question d'énergie, qu'on n'y croit pas. C'est noir sur blanc, c'est cartésien, quoi. Et puis il y a plein de choses dans mon métier aujourd'hui qui le sont beaucoup moins et j'ai beaucoup moins besoin d'être dans ce cartésien 24 heures sur 24. Mais à ce moment-là, la neuroarchitecture m'a sauvée parce qu'elle m'a permise vraiment de montrer à mes profs, à mon entourage, que tout ça
était super important. Et donc voilà comment je suis arrivée sur la neuroarchitecture. Et aujourd'hui, j'avoue que la neuroarchitecture, c'est ma petite pépite parce que je fais beaucoup plus que ça. Et le cerveau, c'est important et la science, c'est important, mais il ne faut pas oublier que la science est là pour mettre des mots sur ce qu'on ressent intuitivement. La science est là pour... Il y a des phénomènes qui se passent, on ne les comprend pas et on a besoin de les comprendre et donc on met des mots et de la science dessus. Et c'est pour ça qu'on a tellement besoin de science et que tellement de personnes disent qu'elles sont super cartésiennes et qu'elles ont besoin de ce cartésien. C'est parce qu'on a une partie du cerveau qui s'appelle le néocortex qui a besoin de comprendre. C'est un vrai concept. Et donc, la science est importante. On ne peut pas la mettre de côté, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas aussi un ressenti. Et donc, la neuroarchitecture, moi, je fais bien plus que ça. Je suis hyper connectée à ce qu'on ressent, à notre intuition, même à des choses en lien avec les histoires familiales, le transgénérationnel et tout ça. Donc, je suis loin de m'arrêter qu'à la science. Mais la neuroarchitecture est essentielle pour comprendre. Et voilà, ça, c'est vraiment le domaine avec lequel je travaille aujourd'hui. Et donc, j'aime bien, et c'est ce que j'ai fait dans mon TEDx. Ici, je vais le rendre un peu plus court parce que je me rends bien compte que j'ai parlé un peu plus de mon parcours, mais c'est peut-être chouette aussi une fois de prendre le temps de mettre plus de mots sur ce fameux parcours et comment j'en suis arrivée là et comment la neuroarchitecture est née dans ma vie. Mais donc, dans le TEDx, j'explique en fait les 3 piliers de la neuroarchitecture. 3 piliers que, je ne vais pas vous mentir, j'ai complètement inventés. C'est pas un concept qui existe, c'est pas, enfin, si ça existe parce que c'est un rassemblement d'informations, mais c'est les 3 piliers que moi je retrouve beaucoup chez mes clients qui font qu'on ne se sent pas spécialement bien chez soi ou qu'il y a des problèmes de bien-être dans l'habitat ou dans l'intérieur. C'est parce qu'on n'a pas respecté ces 3 piliers. Et donc en fait, les 3 piliers, c'est juste un rassemblement de tout ce que je vois dans la neuroarchitecture et dans l'habitat et dans le bien-être dans l'habitat que j'ai regroupé dans, on va dire, les grandes erreurs classiques que je vois dans l'architecture et que la neuroarchitecture permet d'éviter. Et donc, le premier pilier de la neuroarchitecture, c'est d'organiser l'espace différemment. Donc, quand je dis organiser l'espace différemment, ça veut dire que il y a une organisation de l'espace qu'il faut faire dans l'aménagement des canapés, par exemple, dans l'aménagement des salons, dans l'aménagement des cuisines, des îlots centraux, des lits, évidemment, la position des lits, mais même la position des bureaux, la position des bureaux dans des écoles. Vraiment, dans l'aménagement et dans la structure et l'organisation, il faut vraiment, vraiment apprendre à utiliser la neuroarchitecture. C'est-à-dire qu'on a plusieurs parties dans notre cerveau. On a une partie inconsciente qui est vraiment liée à nos instincts de survie et nos réflexes. Et cette partie inconsciente-là, elle n'est pas du tout prise en compte dans l'architecture classique. On fait de l'architecture pour que ce soit beau et que notre cerveau rationnel soit content, mais notre cerveau inconscient, qu'on appelle aussi le cerveau reptilien, lui, il fonctionne totalement différemment et il faut qu'on apprenne à aménager l'espace pour qu'il se sente en sécurité, qu'il ne soit pas stressé. Donc typiquement, un exemple que je donne souvent, si vous êtes assis à votre bureau et que vous ne voyez pas la porte d'entrée et que vous êtes du coup dos à la porte d'entrée, pour votre cerveau, ça veut dire qu'il y a toujours la possibilité que quelqu'un vienne vous attaquer par derrière et donc il restera en hypervigilance. Consciemment, vous savez très bien que la seule personne qui peut rentrer, c'est peut-être votre chien ou votre compagnon, mais votre inconscient, lui, restera en état de vigilance parce qu'il est programmé et formaté comme ça. Et donc, le premier pilier de la neuroarchitecture, c'est vraiment d'organiser l'espace différemment. Et dans TEDx, je vous invite à aller le voir. Je donne quelques exemples, par exemple, avec des espaces dans des bureaux, des open space et des endroits comme ça où c'est quasiment impossible que le cerveau se sente détendu et relâché. Et donc, ça, c'est des choses où vraiment les architectes doivent commencer à organiser l'espace différemment pour que l'inconscient, je dis bien l'inconscient, se sente en sécurité. Le deuxième pilier de la neuroarchitecture, c'est d'utiliser les couleurs en conscience. Pourquoi est-ce que je mets autant d'impact et d'accent sur les couleurs? C'est parce qu'aujourd'hui, les couleurs sont encore très fort utilisées pour une question d'esthétique. Et même voilà, j'ai quand même fait 6 ans d'études dans 3 pays différents, dans 3 langues différentes. Je peux vous promettre que j'ai jamais eu un cours de couleurs. Ça fait juste pas partie de notre spectre d'apprentissage. Et même des personnes qui font de la décoration ou de l'architecture d'intérieur, parce que moi j'ai fait de l'architecture pure, ont rarement eu un cours sur les couleurs. Alors oui, on a des cours sur les couleurs qui vont ensemble, les couleurs primaires, les pigments de couleurs, vraiment par rapport au spectre de l'œil, par rapport aux vibrations des couleurs et vraiment de la théorie, mais pas par rapport au ressenti, par rapport à l'intuition, par rapport à comment on va vivre l'émotion d'une couleur. Et donc ça, c'est quelque chose qui est tellement important dans la neuroarchitecture, c'est de se rendre compte qu'une couleur, c'est bien plus qu'un phénomène esthétique et d'aller creuser ça. Donc ici, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de comment utiliser la couleur en conscience parce que j'ai plein d'épisodes qui prennent des couleurs en particulier. Par exemple, l'épisode 1, je parle du bleu. Il y a un épisode, je pense que c'est le 10, mais à vérifier, où je parle de la couleur blanche. Donc vous pouvez aller retrouver un petit peu la psychologie des couleurs en fonction de ce que je raconte dans les podcasts. Mais ça, c'est vraiment super important dans la neuroarchitecture, c'est d'utiliser les couleurs totalement différemment avec vraiment une prise de conscience de comment on a vécu en tant qu'enfant, comment le cerveau a réagi à une couleur. Et pourquoi est-ce que c'est en lien avec la neuroarchitecture? C'est parce qu'en fait, souvent, quand on parle de psychologie des couleurs, on va être très fort dans le ressenti. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, très sûrement, si vous m'écoutez, toutes les histoires de chakras, de centres énergétiques, etc., où on va avoir des couleurs différentes. Souvent, la psychologie des couleurs est très fort associée à ça,
au centre énergétique, oui, vraiment littéralement des phénomènes subtils et énergétiques, ce qui est bien et important, mais ça ne prend pas en compte le cerveau. Et le cerveau, lui, il a associé des couleurs à des expressions, il a associé des couleurs à des cultures, il a associé des couleurs à certaines pièces quand on était enfant. Une couleur dans laquelle on a grandi en tant qu'enfant dans notre chambre, elle va avoir un impact et une signification totalement autre pour nous que pour quelqu'un d'autre. Si on est dans la langue française et que tous les 2 jours on dit je broie du noir, on va avoir une vision du noir qui est totalement différente que juste la symbolique du noir en général ou l'énergie du noir. Et donc c'est des nuances qui sont super importantes et où il faut prendre en compte le fonctionnement du cerveau et surtout le cerveau qui est différent chez chacun, donc ce qu'on appelle le cerveau limbique qui est en lien avec les émotions. C'est super important de travailler ça avec un client, avec un habitat, avec un lieu. Donc ça c'est le 2e pilier. Et le 3e pilier qui va mériter un podcast à lui tout seul, c'est de mettre l'ego de côté. Quand je parle d'ego, je ne parle pas spécialement de l'ego négatif, je parle vraiment de l'ego dans ce côté conscient justement, qui va être le côté rationnel. L'ego, c'est l'ego de l'architecte et l'ego du client. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? L'architecte, il a un ego et c'est hyper important parce qu'il doit se démarquer. C'est une des premières choses qu'on nous dit quand on est dans les études d'architecture, c'est on nous dit attention, il faut que vous vous démarquiez, il faut que vous fassiez des choses différentes parce que sinon vous allez juste fondre dans la masse et vous n'allez pas être rentable et en fait votre métier ça va juste être de la routine et ça va pas fonctionner. Donc il faut que vous soyez différent. Et dès le début on nous apprend à être différent, à penser différemment, etc. Et donc les architectes, ils doivent se démarquer, ils commencent à construire un peu leur réputation et pour eux c'est important que ce qu'ils font soit, oui, que ça se démarque littéralement. Et donc, c'est très, très difficile pour eux d'accepter qu'il y a certaines choses qu'il faut faire différemment, d'accepter qu'il n'y a pas que l'esthétique qui compte. Et puis, à nous, en tant que clients, je dis en tant que client, mais en tant qu'humain individuel, on va dire ça comme ça, on aime bien montrer le beau. On aime bien parce qu'on est dans une société où on nous demande de faire ça. Où on est très très fort dans le paraître, on est très très fort dans les réseaux sociaux, Instagram, Pinterest, montrer des photos. On a envie que nos amis aiment bien nos intérieurs. Et donc nous aussi, on doit apprendre à mettre ce besoin esthétique un peu de côté pour aller vraiment dans le ressenti de « mais comment est-ce que je me sens bien ?» Il y a énormément de personnes qui ont peur de mettre de la couleur chez elles parce qu'elles ont peur de ce que les autres vont penser. Mais théoriquement, on est censé s'en foutre de ce que les autres vont penser. On doit apprendre à pas penser pour faire plaisir, pour plaire ou pour renvoyer une image, mais penser pour soi. Et donc, cette histoire de beau et de bon, c'est quand même quelque chose de très délicat. Et dans le TEDx, je donne un exemple que j'aime beaucoup, et c'est par cet exemple-là que je vais clôturer aujourd'hui, c'est l'exemple des chambres d'hôtel. On va avoir une chambre d'hôtel qui est vraiment designée pour être belle. Pourquoi? Parce que du coup, on prend des photos, on les met sur les réseaux sociaux, ça fait du bouche à oreille, ça nous attire, donc on va dans la chambre d'hôtel. Et donc, il y a quelque chose, et pour notre ego, et pour l'ego de l'hôtel ou de l'architecte de l'hôtel, qui est très fort en lien avec le beau, avec la réputation, et du coup, avec l'ego, littéralement, parce que c'est beau, parce que ça renvoie quelque chose de sympa. Et donc, on est tous contents, et la rentabilité de l'hôtel se passe bien, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il se passe énormément avec les réseaux sociaux, et qu'il suffit de voir une belle image dans une chambre d'hôtel, et on a envie d'y aller. Sauf que, de toutes ces images, avec l'expérience que j'ai, il y a 9 chambres sur 10, alors je donne cette statistique au hasard, je n'ai pas fait une recherche, mais bon voilà, plus ou moins 9 chambres sur 10 qui ne permettent pas un sommeil réparateur. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez dans votre chambre d'hôtel? La première chose qui va ressortir, c'est le wow. C'est cette dopamine, c'est cette excitation d'avoir quelque chose de magnifique dans lequel vous rentrez. Une fois que ça s'est passé, la dopamine, l'effet waouh, l'effet waouh, c'est beau ici, ça passe, ça reste pas. C'est une émotion qui est cyclique. Donc elle vient et puis elle repart. Et puis après, c'est vraiment, on arrive sur le ressenti. Et le ressenti, c'est de bien dormir. Une chambre d'hôtel dans laquelle on a mal dormi, on ne reviendra pas, même si elle était belle. On dira, ah oui, c'est super beau, mais on ne va pas promouvoir une chambre d'hôtel dans laquelle on a mal dormi. Et donc, ça devrait être beaucoup plus important de bien positionner le lit et de faire en sorte que les couleurs permettent un bon sommeil dans une chambre d'hôtel que ce qu'elle soit instagrammables. Et c'est là qu'on n'est pas encore tout à fait d'accord et que c'est un petit peu compliqué, c'est parce que pour le moment, l'instagrammable passe encore avant la qualité du sommeil. Alors qu'en réalité, ça devrait être tout l'inverse. Donc ça, c'est vraiment par rapport à l'ego. Ça veut dire que oui, je le sens aussi dans mes accompagnements avec mes clients, etc. Je sens la difficulté parfois que c'est pour nous de se dire « Ok, mais j'avais vraiment imaginé ça, je trouvais ça vraiment beau et maintenant, tu es en train de me dire que c'est pas hyper bien pour mon bien-être, donc c'est quand même dur de mettre ça de côté. » En fait, finalement, ce qui compte, c'est vraiment qu'on se sente bien. Et évidemment que l'esthétique est important et qu'on ne peut pas le mettre de côté parce qu'on a quand même une partie de notre cerveau qui apprécie ce qui est beau. Donc, on ne peut pas dire qu'on va se sentir bien, mais que ça va être moche. Il faut juste trouver l'équilibre et parfois mettre quand même l'accent un petit peu plus sur le bien-être que sur l'esthétique et la beauté. Et puis après, l'idéal, c'est de trouver juste un combo qui matche parfaitement. C'est juste que parfois, ce combo demande de se détacher un petit peu de ce qu'on voit dans les magazines, dans les réseaux sociaux et dans des choses qu'on voit sur les réseaux et de vraiment se reconnecter à c'est quoi mon besoin et c'est quoi que je veux vivre à l'intérieur chez moi.
Donc voilà, ça vous résume un petit peu ce que j'ai raconté dans mon TEDx et j'avais clôturé par une phrase qui est très connue et que j'adore et par laquelle je vais clôturer ce podcast aussi, enfin cet épisode, qui est, la phrase est en anglais donc il faut que je la traduise instantanément. Si une fleur ne prend pas, on ne va pas focaliser sur la fleur, on va focaliser sur l'environnement autour d'elle pour la faire grandir. On va regarder pourquoi est-ce que c'est l'environnement dans lequel elle est qui ne lui convient pas. On ne va pas se focaliser juste sur la fleur. Et donc, en anglais, ça donne « If a flower doesn't bloom, you fix the environment, not the flower ». Et ça nous montre vraiment l'importance de notre environnement et ça nous montre que parfois, vraiment, c'est ça qui va nous aider à sortir d'une situation, à être mieux, à être bien dans notre quotidien. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Il était super naturel et spontané et vraiment, je vous ai raconté pas mal de mon histoire. Mais moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je voulais encore dire aussi, évidemment, c'est important que je précise que si vous êtes dans ce processus de construction, de rénovation ou de déménagement et que vous vous rendez compte que c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour vous de vous détacher de ce côté, cet aspect esthétique et que c'est difficile de vous connecter vraiment à mais en fait, c'est quoi dont j'ai besoin, vous pouvez regarder la vidéo que je vais mettre dans le lien dans la description. Je vais mettre le lien, la vidéo sur les 3 erreurs à éviter dans la construction et la rénovation. Je pense que ça va vous aider à y voir plus clair sur quel chemin entamer. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!